Au-delà d'ici, il n'y a rien, sauf le froid et l'ennemi, soupirait le doux poète Ovide, exilé par le courroux d'un César sur de tristes rivages. Le nom de Ponteuxin s'est perdu dans les atlas anciens, mais pour les Turcs d'aujourd'hui, comme pour le Romain d'il y a 2000 ans, au-delà de ces eaux turbulentes, il n'y a rien encore, rien que l'ennemi et le froid. La bise de la mer Noire souffle-t-elle? Sur les détroits s'affolent les mouettes. Les pêcheurs rentrent au port. Et soudain s'inversent les saisons. Poiras et Lodos, vent du nord, vent du sud. C'est leur imprévisible alternance qui commande la couleur du ciel et le plaisir de vivre sur ces dunes où chaque pas éveille le souvenir. Là s'implanta, voici 26 siècles, un capitaine de Mégare, à la tête de ses matelots. Il s'appelait Byzas, et de son nom, baptisa l'extrémité de l'Europe. Byzance devint Constantinople, puis Stamboul, sans cesser d'être en armes la conciergerie des détroits. Enlacée par le fleuve marin qui fait sa diversité, la triple ville est inséparable du Bosphore. Elle porta 3 noms dans le temps, elle garde 3 noms dans l'étendue. Stamboul, c'est Galata, et aussi Scutari. 2 continents qui, au bord de l'eau, se souviennent chacun d'autre chose. Presque rien n'y évoque plus l'Empire grec, si l'on entend le langage des herbes folles, de la cendre des morts et des remparts écroulés. Au-delà de ces murailles commence l'Asie, avec cette Anatolie fauve et ocre, si méconnue, presque inchangée. Une rumeur couvre parfois dans l'ancienne capitale des Ottomans la voix sainte de l'islam. C'est celle d'un monde quasi familier, presque moderne. La suie et la fumée se sont mêlées à des parfums sucrés. Le mazout au ruissellement des eaux douces. L'industrie a dressé ses cheminées que les pionniers de la République appellent les minarets d'Atatürk. Les caïques servent de péniche. Le promeneur mélancolique gémit en découvrant des dépôts de charbon sur des rives qui enchantèrent les romantiques.
Mais pour cette âme friande d'harmonie, se dressent encore les 425 mosquées de Stamboul, héritage préservé du califat. Le temps s'est arrêté dans ce sanctuaire, dédié à la mémoire de Mahomet II, El-Fatih, qui força les défenses de la deuxième Rome. Un sortilège frappe de torpeur ce pieux refuge, clos sur lui-même, dans le murmure d'une des 11 000 fontaines qu'offrirent à la communauté les donateurs d'autrefois. Seule la prière y rythme les airs, elle, et les ablutions qu'impose le rite aux fidèles. Ici se prolonge encore cette Turquie intemporelle. Elle s'appelait Asie mineure, dans les relations de voyage d'écrivains démodés. Elle se survit sans doute, mais le meilleur d'entre elles est retourné à la terre, dans ces cimetières voués à toutes les croyances, îlots de paix, où de blanches pierres sont noyées dans la verdure, livrées à la nature, dépourvues de ces grillages solennels qui, ailleurs, isolent les disparus des exubérances de la vie. Des images venues d'un autre siècle, comme ailleurs il s'en offre, dans cette ville qui semble la capitale de l'immuable. Ces hommes, égrenant leur chapelet entre des doigts sans repos, seule la tradition guide leurs gestes, eux qui connurent l'agonie de l'Empire ottoman. Le Turc n'est plus l'homme malade de l'Europe. Il a vaincu le mauvais sort. S'il a retrouvé le sens de l'avenir, c'est sans renoncer à ses habitudes. Tour à tour, Stamboul se fait métropole de rêve, ou château des brouillards, que les couleurs s'y affinent ou se brouillent. Le ciel se couvre-t-il? Aussitôt, brume et poussière envahissent les quais du Bosphore, estompent les coupoles, cernent comme des vaisseaux fantômes ces ferry-boats, où dans la familiarité des allers-retours quotidiens, on sent battre le cœur de deux continents. Couleur d'ardoise, de grisaille et de boue, c'est toute la ville alors qui part à la dérive et se noie en eau trouble. Mais tout change au gré des vents, et dans une lumière soudain limpide, l'occidental savoure le plaisir d'être encore en Europe et déjà en Orient. Orient familier, même si les faubourgs y gardent des airs de campement, Orient trompeur, mais ouvert à l'étranger par un peuplement composite, une tradition commerçante et la vocation européenne de la République. Dans un parfum de pastèque et d'orange, de résine et de thym, sur les marchés se confondent la malice levantine et la rudesse anatolienne, l'hérédité mongole ou l'ascendance balkanique d'un peuple solide et taciturne, bien vivant, sinon bon vivant, frugalement nourri, sobrement abreuvé de yaourt et d'eau claire, de limonade et de sirop de cerise. Au plus beau jour, lorsque le gris nuage des mosquées retrouve ses reflets dorés, Stamboul est unique au monde et fascine celui que la veille elle aurait rebuté. Dans le sanctuaire qui lui fut dédié, l'ombre de Soliman le Magnifique règne sur la ville conquise. Le souvenir des Génois et des Vénitiens s'accroche au flanc de Péra. L'imagination fait son œuvre, au point que le lyrisme des étrangers baptise Corne d'Or un canal d'eau morte.
Charriant ses courants contraires, mer d'eau douce et fleuves salés, le Bosphore se fait enjôleur, enlaçant 7 collines vénérables. Par quel éclat d'orgueil Justinien salua-t-il l'achèvement du monument voué à la Sainte Sagesse. 107 colonnes. Il projette une coupole fabuleuse à 54 mètres du sol, en hommage au dieu de Byzance et de son image sur terre, le basileus. Depuis 14 siècles, ce temple sublime défie les séismes et les ravages du temps. Bien des édifices n'auront pas cette chance de durer dans une cité où, jusqu'au siècle dernier, la pierre était réservée aux bâtiments publics. Les riches eux-mêmes se bâtissaient des palais en bois, demeures patriciennes de vieilles familles, dont on aime le charme désuet. Derrière ces yalis craquant au vent, toute une ville sous ses coupoles fait le gros dos au soleil. Elle dresse ses ogives étirées, ses arabesques pour kiosques à musique, au bord de l'avenue liquide que Léandre traversait chaque nuit pour étreindre sa bien-aimée. Stamboul a toujours le dernier mot. Elle triomphe dès qu'on s'en éloigne. Alors, une ville qu'on jugeait négligée retrouve son élégance. Et l'on oublie les détails pour ne plus voir que l'ensemble. Le soleil, au départ, rend-il ses phares à la vieille Constantinople. La décevante se fait inoubliable. Il n'est pas un voyageur qui n'en soit amoureux lorsque, dans un crépuscule chargé de nostalgie, il dit adieu aux barques de pêche qui se balancent sur la rive orientale devant les petits ports d'autrefois. Depuis qu'il y a 26 siècles, jaillirent les premiers feux sur les collines du Bosphore, jamais ne s'éteignirent ici les lumières de la ville. Cette ville, qui se farde de néons, c'est une très vieille dame. Son nom de jeune fille était Byzance. Elle fut Constantinople par son mariage avec Rome, Stamboul par droit de conquête. C'est une patricienne qui préserve son âme pensive dans le tumulte des roturiers. Tour à tour, elle se fait nonchalante et dure à la peine. Le portefaix cramoisi ou livide, illettré et musclé, la sirène des navires l'appelle à la tâche. Ici, nul effort n'aurait de sens s'il n'y avait le Bosphore. Les passeurs font la navette entre deux continents sans cesser d'être chez eux. Sur la corne d'or qui sépare la vieille Constantinople de l'ancienne cité franque, une passerelle est jetée et l'aigre cri des oiseaux de mer fait écho à la rumeur citadine. Le fleuve marin trace la frontière du jour et de la nuit. Là, sur la rive orientale, somnole une des trois villes qui forment Stamboul, Scutari, la provinciale, où le soir on va fuir la bruyante cité occidentale. Et sur la côte d'Europe, Péra et Galata dégringolent vers l'eau, au hasard des pentes, en ruelles de guingois. Deux rares échappées s'ouvrent sur l'avenue maritime et ses perspectives. Au rendez-vous du Bosphore se rejoignent des cascades de pavés, des éboulements de bicoques en bois,
Le flâneur distrait s'y tord la cheville. Escalier et escarpement découragent même l'usage de la brouette. Ici survit d'une imagerie conforme aux chromos désuets tout ce qu'a épargné l'incendie dans l'humble refuge des petits métiers. Abreuvé d'eau et de thé, l'indifférence s'assoupit là, au fil des heures. Un journal est un écran entre le réel et le songe. À partir de ces faubourgs archaïques, franchissons 100 lieues, sautons un siècle. Mais non, tournons le coin de la rue pour sentir battre le cœur de la ville. Chaque minute compte au rythme de la nécessité. L'indolence se change en rudesse. S'il arrive qu'à ces carrefours on rêve encore, c'est debout. Devant des journaux qui ne sont plus prétexte à sieste, mais écho de l'événement ou reflet d'un monde imaginaire, offrant des èves de papier colorié à la solitude des mâles. Dolmouche signifie complet. Cela se dit d'un taxi qu'on emprunte à plusieurs pour parcourir un même itinéraire et qui souvent est la propriété de plusieurs associés. Mais au volant, c'est chacun pour soi, à ses risques et périls. Tous les chauffeurs sont des champions, vous dit-on ici, en ajoutant les autres sont morts. C'est casse-cou. La ville est mal faite pour les accueillir. Les rares dégagements se referment sur des artères tracées au temps des fiacres. Condamné par l'urbanisme de demain, le haut de Péra reste le centre étriqué, incommode, d'un quartier d'affaires où 1900 se survit. La rue est masculine. La féminité y affirme sa présence prudemment. Les mères hésitent encore à user des droits depuis 30 ans acquis. Les filles, avec réserve, entrent dans le XXe siècle par le chemin des lycées. La loi, on la sent partout présente, obéit, discipline, désir d'ordre, notion neuve que la Turquie impose dans la rue, grave dans la pierre et le bronze. Atatürk, le fondateur, règne sur les quartiers neufs du Nord, où le glaive de la révolution militaire trace les perspectives de l'avenir. Mais le passé garde son charme pour le visiteur amoureux de chimères et d'objets rares. Le carrefour de ces mirages, c'est le Kapalı Çarşı, le plus grand marché du monde il y a 5 siècles, puis ravagé par un séisme. Quel joyau offrait-il avant sa reconstruction de 1898? Seuls vous le diront les chroniques des voyageurs romantiques. Ce qu'on vous y propose maintenant, la pacotille japonaise y tient autant de place que l'artisanat local ou la corporation des orfèvres. Qu'importe d'ailleurs que l'antique soit en toc, si la poésie du négoce et la volubilité des sollicitations arrivent à vous charmer. Il faut s'égarer exprès dans ces 92 rues aux 3000 boutiques pour découvrir la vérité des passants, sinon celle des objets. Celle-ci prend sa revanche au terme du chemin. Les babouches sont d'origine. Quittant ce labyrinthe et les grands travaux du marchandage, laissez le temps reprendre son cours en ces heures de trêve. Prêtez l'oreille à un chant de femme qui vous parle de fleurs ou de passion,
Ayez un regard pour les petits métiers de la rue. Attardez-vous devant les séminaires, les médressés, où se penchaient sur le Coran les étudiants de jadis. Appréciez sans hâte la saveur d'un Orient qui, pour se révéler à vous, pour vous ouvrir ces mosquées peu farouches et ces paysages de sainte coupole, ne vous oblige pas à quitter l'Europe. Plus rien ne presse. Ici, l'avenir ne se lit que dans le mar de café. Pour ces désœuvrés taciturnes, le présent s'écoule sans parole et sans rire, apparemment sans besoin, dans cette torpeur de l'esprit qu'on nomme le Kiev. Rien que des hommes. Aucune règle n'exclut leurs compagnes de ces rendez-vous moroses. La coutume les en écarte. La boisson usuelle est le verre de thé avant le café, la limonade, le jus de fruits et le raki. Mais cette anisette se consomme discrètement, sans excès. Les consommateurs ne cherchent pas de divertissement plus fiévreux que les joies paisibles du jaquet ou des dominos. Il leur suffit, semble-t-il, de ne rien faire, de ne penser à rien. La nuit, l'avenue de l'Indépendance, Istiklal Jaddesi, prend l'allure d'une grande foire du trône en plus épicée ou d'un petit Broadway. Des trottoirs exigus débordent dans la rue une foule dont l'anonymat et la liberté d'allure ne trouvent nulle part leur pareil en Turquie. Une liberté nuancée de frustration, comme en toutes les civilisations où l'homme, en ses plaisirs, renonce à la présence féminine pour être sûr d'en priver autrui. Cuisses de dames, nombril de femmes, ce sont des noms de plats, souvent délectables. Dîner en ville est pour le Turc moyen une fête. Gourmand mais frugal, il s'abreuve de sirop de cerise et de yaourt, grignote des noix ou des amandes. Il raffole des fruits, dont les étalages jettent de vives couleurs dans la grisaille de la rue, une note d'abondance dans un décor de vie modeste. Et puis le parfum de kebab et de pâtisserie, de miel et de laurier. Cette odeur entêtante nous poursuit de boutique en boutique. Le père des Turcs, d'un regard impérieux, surveille ses enfants. Efficacité, c'est le culte de ce pays autrefois nonchalant, où la publicité sait comment parler aux hommes, où l'autorité dompte sans faiblesse les penchants turbulents d'automobilistes qui se croiraient volontiers au volant d'un char d'assaut. Rare en province, ici, la voiture n'est plus un luxe. L'usage de l'avertisseur dut être interdit à Istanbul bien avant Paris. Et dans cette cité sans plan, les sens uniques sont si nombreux que le plus court chemin d'un point à l'autre vous entraîne souvent dans la direction opposée. Mais au bout de toutes les routes, il y a l'eau, dans cette ville-musée qui est aussi le plus grand port de Turquie. Les mouettes vous accueillent à la sortie des cinémas. La moindre emplette vous entraîne en mer. Ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui restent, tous se retrouvent sur le pont de Galata. Privé de sa couronne, Istanbul règne encore avec ses marins et ses artisans,
sur une nation paysanne. Elle ne fait plus la loi, mais fait encore l'opinion et la mode. Jadis, les Grecs, pour désigner leur Constantinople, disaient simplement la ville, Istanbul. Les Turcs ont repris le terme, subi le charme. Capitale déchue, métropole vivante, Istanbul reste pour eux la ville, la seule. Celle qui, depuis 26 siècles, a vécu tous les orages, mûri toutes les sagesses et n'a rien oublié.